Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent positifs en Europe à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct avec une vedette aujourd'hui à Paris. À la suite de la publication de ses résultats, Dassault Systèmes s'envole. Le titre gagne plus de 5% en tête du CAC 40. Dassault Systèmes qui marque un nouveau plus haut historique autour de 180 €, signe que la tech est loin d'être morte. Non, ça reste évidemment une méga tendance. On l'a vu avec les résultats des big tech américaines, Amazon ou encore Alphabet, Google ces derniers jours, et Dassault Systèmes aujourd'hui qui est un des emblèmes de la tech française et européenne. Un titre qui reste donc sur un rythme de progression soutenu. On notera dans les secteurs plus compliqués, dans le secteur bancaire en l'occurrence, les résultats opérationnels de Deutsche Bank qui renoue avec les profits sur l'ensemble de l'exercice 2020. C'est une première depuis plusieurs années pour Deutsche Bank, le secteur bancaire en Europe qui va entamer ses publications de résultats. Donc Deutsche Bank aujourd'hui, on avait Banco Santander hier qui a montré des chiffres quand même plutôt solides au terme d'une année de crise pandémique. Et puis demain matin, nous aurons les résultats de la première banque française et de la première banque européenne, BNP Paribas, qui publiera donc ses chiffres annuels avant l'ouverture des marchés demain matin. L'euro passe sous 1,20 $. On reviendra sur le double comeback pour la zone euro dans un instant avec Frédéric Ducrozet qui sera avec nous par téléphone chez Pictet Wealth Management. Le comeback de l'inflation, c'était hier avec un chiffre spectaculaire en première estimation pour le mois de janvier. Et puis le comeback de Mario Draghi aux affaires, en politique, en Italie. Deux comebacks. La question étant de savoir lequel de ces comebacks s'annonce le plus durable. Mario Draghi à la tête d'un gouvernement italien ou le retour durable de l'inflation en zone euro, c'est une question qu'on se posera. Et puis notez que Janet Yellen réunit aujourd'hui les régulateurs américains pour évoquer la fièvre acheteuse des particuliers qui aura marqué ces 15 derniers jours en bourse, le phénomène GameStop entretenu par l'effet réseau et le forum Wall Street Bets. Ce sera donc le sujet de discussion aujourd'hui pour la nouvelle secrétaire au Trésor américaine. Tendance, mon ami, chaque jour dans Smart Bourse sur Bismart, ce sont les infos clés sur les marchés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40. L'indice parisien fait une pause après être passé au-dessus des 5500 points dans un contexte de publication de résultats toujours. Mais avant de parler des entreprises, les investisseurs suivent toujours les avancées en matière de plan de relance aux États-Unis. Les démocrates ont réussi à faire voter une résolution budgétaire au Sénat cette nuit, leur permettant d'envisager une procédure de réconciliation budgétaire qui ne nécessiterait plus qu'une majorité simple pour voir le plan de relance adopté et non plus un seuil minimum de 60 voix via un processus classique. États-Unis toujours, Janet Yellen devrait de son côté s'entretenir aujourd'hui avec les différentes instances de régulation financière pour se pencher sur le récent regain de volatilité que les marchés financiers ont connu ces derniers jours. Elle s'entretiendra avec les 3 grandes autorités de régulation que sont la SEC, la Fed, mais aussi la Commodity Futures Trading Commission. Du côté des statistiques à présent, on notera que les ventes au détail pour la zone euro rebondissent au mois de décembre. Elles augmentent de 2% après avoir reculé de 5,7% au mois de novembre. Et en France, on notera sans surprise que le e-commerce progresse de 8,5% sur l'année, représentant ainsi un peu plus de 13% du commerce de détail. Et France toujours, les chefs d'entreprise industrielles anticipent une hausse de 10% de leurs investissements en 2021 par rapport à 2020 selon l'INSEE. Du côté des valeurs à présent, on notera tout d'abord en France que Dassault Systèmes annonce un chiffre d'affaires non-IFRS de 4,464 milliards d'euros sur l'année 2020, en hausse de 12%. Une progression due notamment à l'intégration de la société Medidata, une société rachetée en 2019 par le groupe et dont les solutions logicielles ont notamment servi dans la plupart des essais cliniques contre la Covid-19. Le groupe annonce viser pour 2021 une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10%. Et Silor Luxottica annonce de son côté la création d'une co-entreprise à part égale avec l'américain Sightglass Vision, spécialisé dans les verres contre la myopie chez l'enfant. Et on notera également que Total progresse à la mi-journée, porté par les cours du pétrole qui s'apprécient. Le baril de Brent s'échange aux alentours des 58,5 $. À l'international, Deutsche Bank fait état d'un bénéfice net annuel de 113 millions d'euros en 2020, un bénéfice porté notamment par la branche banque d'investissement du groupe, alors que Deutsche Bank n'avait pas connu d'année bénéficiaire depuis
6 ans. Commerzbank affiche de son côté une perte de 2,9 milliards d'euros en 2020. Il s'agit pour le coup de la première perte annuelle depuis la crise financière de 2009 pour la banque. Un recul d'activité dû essentiellement au poids de la pandémie de coronavirus ainsi qu'aux charges de restructuration liées aux suppressions de postes et aux fermetures d'agences selon ses dirigeants. La banque qui avait d'ailleurs fait part il y a quelques jours de son intention de fermer 340 filiales d'ici 2024 et de supprimer 10 000 postes. Nokia annonce de son côté un chiffre d'affaires trimestriel en recul. Il chute de 5% à 6,57 milliards d'euros au quatrième trimestre. Nokia qui annonce ainsi un bénéfice par action de 0,14 euros contre 0,15 euros au quatrième trimestre de 2019. Aux États-Unis à présent, PayPal annonce de son côté un chiffre d'affaires bien meilleur que prévu au quatrième trimestre 2020, portant son chiffre d'affaires annuel à 21,45 milliards de dollars. La firme annonce avoir accompagné un volume record de paiements à hauteur de 277 milliards de dollars, tout en ayant accueilli 72,7 millions de nouveaux comptes actifs sur 2020. Et on finit avec eBay. eBay, la plateforme de vente aux enchères en ligne qui dépasse le consensus au quatrième trimestre. L'entreprise affiche un bénéfice par action de 86 cents contre 83 attendus grâce notamment à des revenus en croissance de 28% sur la période à 2,9 milliards de dollars. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Revenons donc sur ces deux comebacks en zone euro, le comeback de l'inflation et le comeback de Mario Draghi, les deux n'ayant pour l'instant en tout cas aucun lien entre eux. On en parle avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone depuis Genève. Bonjour et bienvenue Frédéric. Le comeback de l'inflation, les spécialistes, les économistes avaient anticipé ce rebond spectaculaire quand même de l'inflation en rythme annuel d'un mois sur l'autre. Il faut peut-être redire un mot de ce mouvement, Frédéric, et des explications techniques derrière cette hausse brutale de l'inflation et de l'inflation pure, la plus pure, l'inflation sous-jacente qu'on regarde de près, et expliquer aussi pourquoi le marché estime visiblement que c'est un non-sujet à ce stade pour la zone euro, Frédéric. Effectivement, on s'attendait à un fort rebond en janvier avec un cocktail d'effets très techniques qui était attendu. Mais par définition, quand il y a autant de bruit et d'incertitudes, si on se trompe sur certains de ces éléments cumulés, la surprise a été de taille. C'est le plus fort rebond sur l'inflation, la vraie inflation sous-jacente en zone euro depuis que la série existe. C'est même 2 fois le précédent record. On atteint 1,4% en janvier, ce qui est finalement bien en dessous toujours de la cible de 2%, mais qui est quand même un plus haut depuis 5 ans. Donc tout ça, en termes de signal, est important. On attendait des hausses de TVA en Allemagne, des hausses de taxes carbone et autres prix administrés dans beaucoup de pays. C'est relativement mécanique. On attendait également des effets des dates des soldes. Tout ça doit être vraiment ignoré. C'est vraiment du bruit. Mais il y a un autre effet très technique qui, à mon avis, a surpris davantage à la hausse, c'est que Eurostat recalcule le poids de chaque élément de notre panier de biens et de consommation. Et c'est logique puisqu'on veut coller à la réalité. La réalité de la consommation des ménages l'année dernière, elle est très différente, bien sûr, en termes de composition entre biens et services de ce qu'on avait pu connaître les années passées. Donc au total, c'est une grosse surprise et le marché regarde déjà au-delà parce que la BCE peut-être a préparé le terrain, parce qu'on sait que l'inflation va rebaisser dans les mois qui viennent, mais peut-être que c'est pas complètement la fin de l'histoire non plus et que ça peut poser un certain nombre de problèmes en termes de communication, par exemple. On aura du bruit quand même encore devant nous autour de ces chiffres d'inflation en zone euro. Frédéric, c'est pas juste l'histoire du mois de janvier. Ce bruit, il peut se prolonger encore pendant plusieurs mois ? Toute l'année, je pense qu'on aura beaucoup de bruit. Vous savez, autour du printemps, on a toujours l'histoire c'était très technique là aussi, des packages holiday en Allemagne, le prix des hôtels, des restaurants, des billets d'avion, et ça va être des mouvements de prix de relatifs absolument extraordinaires cette année encore, avec des poids qui ont changé, donc bien malin celui qui sait mesurer ça à l'avance, mais sur l'ensemble de l'année, c'est quelque chose qui est relativement neutre, et la BCE va vraiment s'attacher à estimer la tendance de fond. En réalité, elle est proche de 1%, je pense, l'inflation sous-jacente, quand on essaye d'enlever un petit peu tout ce bruit. Elle n'a pas beaucoup baissé finalement l'année dernière, pas tant que ça. Elle va peut-être pas augmenter non plus, malheureusement, bien au-delà de 1% dans les années à venir. Oui, et du point de vue de la BCE, vous l'écriviez hier, Frédéric,
d'un risque que la BCE peut choisir d'en faire une opportunité. C'est-à-dire c'est un risque quand même de devoir être toujours très accommodante avec des chiffres d'inflation qui peuvent être mal compris, mal interprétés par les investisseurs. Et en même temps, vous dites qu'il y a peut-être une opportunité pour la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric ? Oui, je pense, parce que un certain nombre d'outils, la communication, la forward guidance, les taux négatifs, tout ça s'enchaîne avec les achats d'actifs et ancre vraiment de façon très théorique ce que va faire la BCE, la stratégie des années à venir. Et maintenant, on a un cas pratique, on a un test. Et on va voir effectivement si la BCE est liée, vraiment s'engage fermement à ne rien changer, voire peut-être même à assouplir sa politique monétaire dans les mois qui viennent. Par exemple, si on a une mauvaise surprise sur le crédit bancaire, elle peut faire quelque chose avec les TLTRO, et prouver cette fois par ses actions, pas seulement par sa communication, qu'elle veut que l'inflation soit durablement, peut-être même au-delà de 2% à terme, si c'est ce qu'elle définit dans son objectif. Et puis elle a un peu de chance aussi, ça change des années passées. Je pense qu'elle a de la chance dans le sens où, par exemple, l'euro baisse et on a, vous l'aviez signalé, cassé un seuil critique à 1,20 qui peut être très important parce que le dollar monte, parce qu'il se passe des choses dans le reste du monde, parce que l'inflation va être forte aux États-Unis aussi, parce que le stimulus budgétaire aux États-Unis est porteur d'espoir. Donc je pense qu'il y a des raisons aussi, pour une fois, positives, exogènes, qui peuvent aider la BCE dans cette transition. Oui, sur le champ des devises, Frédéric, vous diriez que c'est un contre-pied quand même ? Moi, je me souviens d'un consensus de fin d'année, début d'année, qui était plutôt à la baisse sur le dollar, plutôt à la hausse sur l'euro. Le mouvement semble être en train de se renverser là. Eh bien, ça fait plusieurs années finalement, il y a une règle qu'on pourrait commencer à appliquer en janvier, qui est de dire quel est le consensus sur le dollar en début d'année, le positionnement des marchés, des spéculateurs, et des investisseurs et en général, en l'occurrence, était très long, pas très baissier dollar, pardon. Ouais. Et tout le monde est pris à contre-pied. Alors effectivement, je n'extrapolerai peut-être pas la tendance non plus, parce que si la croissance mondiale repart, si on est toujours dans ce qu'on appelle ce smile du dollar qui va bénéficier à d'autres devises, notamment émergentes, si la croissance cyclique et le cycle industriel repart encore dans les mois qui viennent, je pense que le mouvement peut à nouveau se réinverser, mais le positionnement probablement était très très important, un peu lourd, et fait qu'effectivement des seuils sont cassés. 1,20 c'est important pour l'euro, on avait eu du mal à le casser plusieurs fois, et puis en termes effectifs, contre un panier de devises, l'euro rebaisse, et maintenant, on le notait ce matin, pour la première fois depuis très longtemps, en dessous de ce que anticipait la BCE en décembre, et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Bon, et puis l'autre comeback, c'est celui donc de Mario Draghi à la tête de l'Italie aujourd'hui. On verra dans quelle mesure il réunit une majorité autour de son nom et combien de temps un gouvernement technique dirigé par l'ancien patron de la BCE peut durer en Italie. Le marché s'est enthousiasmé. Alors c'est assez évident, le marché adore Mario Draghi, Frédéric. 24 heures après, est-ce que vous partagez cet enthousiasme du marché ? Je crois que le marché adore Mario Draghi, il n'est pas le seul, mais il adore aussi son autorité intellectuelle, son poids politique, et on devine que ça peut faire changer un petit peu certains équilibres en Europe si on a une telle figure en Italie qui mène le gouvernement, qui mène les réformes, qui mène la dépense, des dizaines de milliards d'euros dont l'Italie va bénéficier grâce au plan de reprise. Il y a quelqu'un qui disait très justement en Italie hier que c'est la meilleure personne pour le pire des postes. Et malheureusement, même s'il a toutes les qualités, ça ne fait pas 100% de chances de succès. Je crois que beaucoup se joue sur la position de la Ligue du Nord, qui est quand même devenue très anti-européenne et parfois même anti-business sur certains sujets, et qui devrait revenir peut-être si Mario Draghi réussit à concentrer un centre droit en Italie en faveur des réformes, en faveur de l'intégration européenne, en faveur de mesures bonnes pour l'économie italienne, pour le marché du travail, etc. Oui, il y a des chances de succès, mais le marché le perçoit aussi, pour finir, je pense, comme un Premier ministre de transition. Au-delà, il est difficile d'imaginer Draghi mener l'Italie pendant des années à venir, sans venir finalement, par exemple, d'un parti bien identifié. Ça veut dire, Frédéric, qu'on considère qu'il sera capable de mener à bien une feuille de route technique. Il ne faudrait pas que Mario Draghi aille trop loin dans l'implication des affaires politiques italiennes ?
C'est ça, et c'est aussi sa chance, c'est aussi la raison pour laquelle cette situation est quand même très différente de celle à laquelle faisait face Mario Monti il y a plusieurs années, lui aussi à la tête d'un gouvernement technocratique, et ne serait-ce que parce que vous n'avez pas de pression des marchés, vous avez beaucoup moins de pression de Bruxelles, les réformes qui sont envisagées ne sont pas toutes aussi douloureuses qu'à l'époque, elles sont parfois plus consensuelles, tout le monde a envie que l'Italie réussisse, tout le monde a envie que le potentiel et la productivité de l'économie italienne augmentent, que le chômage structurel baisse. On est dans une situation idéale. Ma seule crainte, je ne veux pas avoir le verre à moitié vide, mais c'est que si lui n'y arrive pas, là, très clairement, le risque d'élection anticipée, voire de chaos politique en Italie remonte très fortement. Et là, on imagine, même si la BCE sera là en renfort sans Mario Draghi, on imagine une remontée aussi du risque souverain dans ce scénario. Bon. Il part avec beaucoup de crédit, en tout cas, pour cette nouvelle mission, Mario Draghi. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro, avec nous par téléphone chez Pictet Wealth Management à Genève. Et c'est Franklin Pichard qui est à présent à mes côtés en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Bon, un petit état des lieux du marché, de l'ambiance actuelle, marqué quand même ces derniers jours par la frénésie acheteuse des particuliers américains. Ça a été quand même le sujet chaud des 2 dernières semaines. Quels enseignements, quel bilan est-ce que vous faites là de ces 15 derniers jours de marché, Franklin ? Ce bilan est effectivement très contrasté. Le point que vous soulignez est révélateur d'une situation et de problèmes qui peuvent émerger comme à chaque fois sans qu'on les voit venir. Là, en l'occurrence, alors la fourchette est très large. Certains vous disent qu'ils sont 1 million, d'autres vous disent qu'ils sont 8 millions à intervenir sur la plateforme Robinhood. Au début, tout le monde se disait tiens, enfin, on va faire la peau des hedges, ça va être une excellente chose, ça va mettre un petit peu de moralité sur le marché. Et puis finalement, toutes les voix s'élèvent derrière pour dire ce qu'on sous-estimait, c'est la force qu'avaient ces hedges de créer de la liquidité sur les places. Et que du coup, à force de voir les investisseurs particuliers contrecarrer, on a vu qu'il y avait des fonds qui ont été en grave difficulté, les hedges ont dit on va freiner un petit peu nos positions vendeuses parce qu'on ne va pas non plus se prendre la porte de saloon dans la figure. Et par conséquent, il y a eu un problème naissant de liquidité, ce qui a un peu ému les autorités. On parlait de Janet Yellen tout à l'heure, vous en parliez, et effectivement, ça va être un sujet. Il semblerait qu'après les actions, on les a vus se déporter sur les matières premières et sur l'argent métal. Là aussi, c'est en train de se dégonfler un petit peu. On va voir quelle va être l'évolution de ce nouveau phénomène qui a émergé en janvier, mais pour le moment, ça semble un petit peu se calmer. Bon. Il y a d'autres phénomènes, évidemment. Alors, il y a l'environnement en janvier. Vous l'avez évoqué aussi. Le vaccin, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a les doses, pas les doses ? On a vu ce week-end les négociations qui sont intervenues et qui ont permis de réenclencher le mouvement de hausse sur les marchés en voyant l'Europe qui, finalement, faisait céder les laboratoires et arriver à avoir davantage de doses. On va avoir davantage de laboratoires qui vont intervenir. Donc, c'est pour le moment encore beaucoup de questions, mais ça n'est pas en mesure de venir bloquer la tendance et l'environnement en général. Et puis, on a quelque chose qui nous sert de soutien et de support en ce moment, c'est la saison des publications. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est très agréablement perçu. Les publications, toutes celles dont on peut parler, vous avez évoqué Dassault Systèmes aujourd'hui, c'est mieux que prévu. On a eu les techs américaines hier, c'était flamboyant. On a eu Publicis, même des secteurs que tout le monde jetait aux orties sur l'année 2020, qui a fait mieux qu'attendu, avec une perte minime, alors qu'on s'attendait à un bain de sang. Donc on voit que là aussi, les investisseurs, les opérateurs professionnels et particuliers prennent confiance en se disant que finalement, le pire n'est jamais certain, et c'est ce qui se révèle à la faveur de ces publications. Dans les portefeuilles, là, quelle est l'idée ? Est-ce que c'est toujours l'idée de la reprise cyclique ?
beaucoup en fin d'année dernière, avec les annonces sur les vaccins à partir de début novembre, avaient vu l'Europe peut-être revenir sur le devant de la scène, et c'est vrai que ça a fonctionné. On a vu une surperformance de l'Europe par rapport au marché américain, par exemple, pendant quelques semaines, quelques mois, et puis on a l'impression que les choses reviennent très vite d'une certaine manière à la normale. Vous parliez de la tech. Quand on regarde les marchés américains, on voit les actions qui montent, la tech qui est toujours bien positionnée parmi les leaders, on voit le dollar qui remonte également, donc pour un investisseur européen c'est aussi intéressant de voir la devise américaine s'apprécier. Est-ce que le call européen est déjà derrière nous, Franklin ? Alors on est peut-être plus nuancé, c'est-à-dire qu'effectivement à la fin de l'année dernière et au début de 2021, on avait tendance à dire on ne voit pas comment on pourra gagner encore de l'argent sur les techs américaines, donc on va prendre nos bénéfices et on va se recadrer et se recentrer sur l'Asie et sur l'Europe. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus nuancé que ça. On se dit si on sort des techs américaines, ça n'est pas forcément pour rapporter cet argent sur les places européennes, mais peut-être aller quand même sur des values, sur des valeurs cycliques américaines, mais peut-être moins qu'on ne l'aurait fait initialement en étant un peu binaire, en disant on vend les techs et on achète le reste. Non, on va avoir un petit peu de tout. On pense qu'il y a encore de l'argent à gagner sur les américaines, il y a des opportunités. Et puis quand on regarde les graphiques, quand on regarde les cours, beaucoup et nombre d'entre elles ont retracé quand même par rapport à leur plus haut. Je pense à Salesforce, je pense à d'autres valeurs dans le domaine qui méritent sur le marché américain, qui sont des titres qui peuvent être achetés. Et puis, on complète nos listes avec des Home Depot, on continue d'acheter Amazon, on continue d'acheter, vous l'avez, on a parlé tout à l'heure de la publication de PayPal, mais PayPal peut être acheté encore. Il y a toutes sortes de valeurs américaines sur lesquelles on peut aller. On a noté aussi, contre toute attente, une excellente performance de General Motors. Oui, alors c'est ça, il n'y a pas que la tech, c'est ce que vous dites. C'est ça. Il faut savoir nuancer, garder ses actifs sur la poche américaine. Il faut quand même, si un investisseur se dit c'est quoi ma répartition géographique idéale, on peut rester à 50, mais pas davantage sur l'Europe. On peut continuer à avoir 30% de son actif sur les valeurs américaines et avoir 20% sur l'Asie et les émergents. Voilà. Ça devient une poche structurelle dans les portefeuilles quand même. Là. Ah oui. Asie, émergents, Chine. Oui, et puis on a vu la croissance chinoise qui ne va pas mollir. Et donc, par conséquent, on continue de privilégier. Et il y a toutes sortes de véhicules pour jouer ça. Parce que j'allais dire, dans l'enveloppe PEA, c'est pas évident de s'exposer à l'Asie, de s'exposer aux États-Unis. Il faut être très européen dans un PEA. C'est la règle quand même, français et européen, Franklin. Oui, alors tout à fait. Et puis il y a des astuces qui permettent en toute légalité de jouer à l'intérieur de PEA, aussi bien le Nasdaq que la Chine. Ah oui. Vous avez deux Lixor, un Lixor China qui le code c'est PASI.pea. Donc des trackers, hein, c'est ça, produit indiciel de chez Lixor. Voilà, et qui réplique l'indice chinois, la châssis, et vous avez la même chose pour le Nasdaq, où vous pouvez jouer le marché, c'est PUST.pea, pour ceux qui veulent suivre le truc, qui est un Lixor, et où là, vous répliquez le Nasdaq, vous n'avez qu'un PEA. Et ça, on peut le mettre dans le PEA. C'est éligible PEA, et donc il n'y a aucun problème. Vous rentrez ces valeurs dans le PEA, et cette même diversification géographique, vous pouvez l'avoir, non pas avec des titres en direct, bien évidemment, mais à travers des ETF, vous pouvez jouer ces poches-là dans votre PEA. Bon, et puis revenons aussi à ce qui intéresse les particuliers, c'est le retour des introductions en bourse là, sur le marché français. On parlait de la frénésie acheteuse aux États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore en France dans le même univers que les investisseurs Robinhood aux États-Unis, mais il y a quand même des phénomènes d'exubérance, c'est un mot que je choisis volontairement, mais autour de l'hydrogène, par exemple. On a beaucoup parlé du parcours de McPhy l'an dernier, et puis là, on a deux introductions en bourse coup sur coup qui sont sur le thème hydrogène et qui suscitent énormément d'appétit, Franklin. Alors vous avez évoqué McPhy, effectivement, McPhy est sur le marché depuis des années, avec des cours qui évoluaient entre 5 et 10 euros, et puis là, subitement, fin d'année dernière, le titre s'est envolé à côté 40 euros.
il a retracé vers les 30 €, il est autour de 33 € aujourd'hui. Et puis, ce thème-là est revenu vraiment sur le devant de la scène avec cette introduction Opium qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours à peu près, de mémoire. Donc des véhicules à hydrogène, hein, c'est ça? Véhicules à hydrogène, où le titre avait été introduit à 5 €, un cotable jusqu'à 25 € à peu près. Et puis, 25 €, l'entreprise cote, et au moment où le titre cote, la société vous annonce une augmentation de capital, ce qui est moyennement acceptable. Ouais. Et du coup, le titre a retracé, autant il était réservé à la hausse. Ils ont fait l'introduction en bourse, donc ils lèvent de l'argent pour l'introduction en bourse, Oui. le titre s'envole, et quelques semaines De après, 5 à 25. ils refont une augmentation de Ah, capital avec le cours de bourse Pas qui a quelques flambé. semaines, quelques jours. Quelques après. jours. Et quelques jours après le plus haut. C'est un peu Donc, cavalier, vous dites, Franklin. Oui, je trouve que enfin, les particuliers qui en ont fait, avec qui j'ai pu lire des partages effectivement, sur oui. des forums et tout, ont eu un peu le sentiment de se faire piéger. Et puis d'ailleurs, après avoir été réservé, le titre était suspendu, offert, et n'a recoté qu'à 12 €, en vaut 16 à peu près aujourd'hui, mais ça a été un peu cavalier. Alors une autre opération qui est menée dans un autre environnement, on laisse celle-ci de côté, c'est pas le genre de choses dont on aime trop parler et garder ça en souvenir et présent à l'esprit. C'est HRS, introduction, qui est menée par Gilbert Dupont, et là aussi, on est sur l'hydrogène et on a eu un engouement tel sur ce titre-là que le book devait courir jusqu'au 10 février, a été fermé hier. L'opération est sursouscrite des centaines de fois. Je ne sais pas combien on en aura, mais pour revenir à votre question, il y a un engouement sur la thématique de l'hydrogène et des introductions en général, mais l'hydrogène en particulier, qui suscite beaucoup d'interrogations, de surprises. Oui, voilà, interrogation. Sur le plan de l'investissement, vous dites, c'est enthousiasmant de voir effectivement cette thématique hydrogène qui prend enfin son envol. Cherchons les moyens d'y participer et d'exploiter ces opportunités, ou vous dites, attention, ça devient quand même inquiétant de voir des phénomènes de flux aussi importants sur des petites valeurs en plus. Là. Voilà, c'est ça. Ce sont quand même, on parle de micro-capitalisation. Celle en cours va être sur Alternex. On voit un petit peu, on n'est quand même pas sur des grands trucs. Non, c'est pas Air Liquide. C'est pas Air Liquide. Non. Voilà. Mais néanmoins, il y a des potentiels d'appréciation qui sont réels, mais l'hydrogène, c'est quand même pas pour demain. Donc ça va être long. On est dans un virage, on est dans un phénomène un peu nouveau, mais les particuliers ont déjà vu. Alors, ce ne sont pas nos investisseurs américains dont vous parliez. Il n'y a pas d'histoire de moralité et autres. C'est fondamentalement, je me tourne vers l'avenir et l'hydrogène, dont on parlait longtemps, quand on entend les voix dire l'électricité, c'est pas la panacée, le véhicule électrique et autres, et que l'hydrogène le serait peut-être davantage, eh bien, certains investisseurs et d'autres ont bien compris l'intérêt de la chose avec ces introductions sur cette thématique. HRS, effectivement, donc qui conçoit, qui fabrique des stations de ravitaillement en hydrogène. Je crois que la première cotation est prévue la semaine prochaine, le 9 février. Effectivement, là, un calendrier qui a été avancé avec un book qui a été garni beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement que prévu. On suivra l'introduction en bourse d'HRS. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, le directeur général de Kipling Finance. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.